Je préparais un café au lait quand mon téléphone a vibré. Un message de Clara, une amie que je n'avais pas vue depuis presque 10 ans. Il disait simplement « Anna ». C'est vrai ça. En dessous, un lien vers une campagne litchi. Le titre m'a frappé comme un coup de tonnerre, en mémoire d'Anna Lefebvre, aidez-nous à honorer son héritage. Mon pouce a hésité sur le lien. Puis j'ai cliqué. C'était là. Mon nom, mon visage, mon avis de décès. Ils avaient utilisé ma photo de remise de diplôme de l'Université Lumière Lyon 2, celle où je souriais croyant que la vie serait enfin juste. La page était inondée de commentaires, elle était si brillante, si gentille, partie trop tôt. Mes prières vont à la famille. Lefebvre. Et en haut 38 000 € collectés sur un objectif de 42 000 €. Organisatrice Marguerite Lefebvre, ma mère. La description racontait une histoire complète. Anna Lefebvre, fille et sœur adorée, est morte l'an dernier dans un accident de voiture à l'étranger. Il disait que mes cendres avaient été dispersées, que j'avais toujours voulu une cérémonie simple. Il y avait même un poème. Quelque chose de générique d'où cruellement faux. Je me suis appuyée contre le frigo, j'ai eu le sang glacé. Je n'étais pas morte. J'étais là. Je respirais. Je tremblais. Vivante. Et pourtant, dans leur monde, j'étais déjà enterrée. Au début, j'ai pensé à une erreur morbide, une blague cruelle, un mauvais nom. Mais les photos? La chronologie, non. C'était intentionnel, c'était eux. J'ai ouvert l'onglet « Actualité ». Marguerite avait posté 5 fois en 6 mois. Des mises à jour sur l'utilisation de l'argent pour créer une bourse à mon nom. Lumière d'Anna, l'appelait-elle. Étienne, mon frère, avait même écrit « Elle donnait toujours sans rien demander. Aujourd'hui, nous donnons en son honneur. » J'ai failli lâcher le téléphone. Ce n'était pas du deuil, ce n'était pas du chagrin, c'était du marketing. Ils ne m'avaient pas juste effacé de la carte. Ils avaient monétisé mon absence. Je suis remontée en haut de la page. En grosses lettres noires, il était écrit « Toujours dans nos cœurs, jamais loin de chez nous ». Un rire amer m'a échappé. Ils n'avaient aucune idée de combien j'étais proche, parce que j'étais vivante. Et maintenant, je n'allais pas juste les hanter. J'allais revenir. Ça n'a pas commencé par un enterrement, ça a commencé par 14 000 €. Et un mensonge. Il y a 3 ans, Étienne, mon petit frère, était à mi-chemin de ses études universitaires, échouant presque partout. Il a dit à nos parents qu'il avait été piraté, que quelqu'un avait vidé son compte pour les frais de scolarité. Il a pleuré, tremblé, joué les victimes si bien que même moi j'y ai cru. 1 seconde. Puis j'ai vérifié les relevés. Les dépenses n'étaient pas celles de hackers. C'étaient des sites de poker, des paris sportifs, l'un après l'autre. Quand j'ai apporté les preuves bises à mes parents pensant aider, pensant qu'ils voudraient à la vérité, j'ai eu droit au silence. Puis à la colère. Pas contre Étienne, contre moi. Tu veux ruiner sa vie? Il a fait une erreur, tu exagères. Tu as toujours été jalouse de l'attention qu'il reçoit. Cette dernière venait de ma mère. Mais celle qui m'a le plus blessée, c'est ce qu'elle a dit la nuit où elle a emballé mes affaires, mieux vaut un enfant gâché que 2. Mon père n'a rien dit. Il est resté à la porte main dans les poches, comme s'il avait déjà décidé que je n'avais plus ma place dans la maison que j'avais aidé à payer. Je n'ai pas tout emporté. J'ai laissé des photos encadrées des trophées scolaires, une lettre manuscrite que j'avais offerte à ma mère pour la fête des mères. Rien n'avait d'importance. Le lendemain matin, j'étais partie. Pas par choix. Pas vraiment. Je suis partie parce que rester signifiait me résigner à n'être qu'une ombre dans leur monde. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'ils finiraient par appeler. Que peut-être, juste peut-être, quelqu'un demanderait la vérité. Mais personne ne l'a fait. Pas d'appel. Pas d'excuses. Juste le silence. Un silence si long qu'il commençait à ressembler à du chagrin. Mais maintenant, je comprenais. Ils ne pleuraient pas. Ils réécrivaient. Et j'avais été reléguée au rôle de la fille disparue, commodément morte, commodément absente. Pour qu'ils puissent avancer. Pour qu'ils puissent recommencer. Pour qu'ils puissent tirer profit de la sœur qui avait essayé de protéger son frère et qui avait été effacée pour ça. Je n'ai pas disparu du jour au lendemain. Disparaître, ça prend du temps. Ça commence par mettre le téléphone en mode silencieux, puis l'éteindre, puis le ranger dans un tiroir en prétendant qu'il ne vibre plus. Je suis partie en Bretagne. J'ai loué une chambre au-dessus de la librairie La Page Blanche où personne ne connaissait mon nom.
Je travaillais le soir au bistrot chez Marie et le jour à la boutique solidaire Le Grenier. Pas de réseaux sociaux, pas de traces. Je payais en liquide quand je pouvais. Je vivais simplement. Je mangeais peu. Je me disais que je prenais un nouveau départ, que c'était peut-être la liberté. Mais la liberté ne sent pas toujours l'air frais. Parfois, elle a le goût de la poussière dans la gorge. Certaines nuits, je fixais le plafond en me demandant si j'avais réagi trop fort, si j'aurais dû rester, si j'avais exagéré. Mais une voix qui répondait toujours était calme. Et honnête, ils n'ont pas lutté pour toi. Pas une fois. Alors je suis restée absente. Pendant 3 ans, j'ai vu ma vie tomber dans l'oubli. J'ai cessé d'être Anna pour devenir la fille au tablier vert ou l'appartement 4B. Pourtant, une partie de moi s'accrochait encore à une idée enfantine, que la famille pourrait guérir dans le silence, que le temps, la distance, peut-être la culpabilité les ramènerait vers moi. Mais la campagne Leechi a tout changé. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient tourné la page, c'était comment ils l'avaient fait. Ils ne m'avaient pas juste laissé. Ils avaient rempli le vide de mon absence avec des éloges, avec de la poésie, avec des profits. Ils avaient transformé mon absence en campagne, en une cause. Et maintenant, mes anciens camarades, notre communauté paroissiale, même ma professeure de piano d'enfance, tous pensaient que j'étais morte. Parce que c'est ce qu'on leur avait dit, que j'étais morte, que j'avais laissé un héritage, que j'étais généreuse, gracieuse, disparue. Mais je n'étais pas disparue. J'étais juste encombrante. Et pour eux, morte était plus simple que compliquée. Je pensais que l'effacement serait plus bruyant, mais ça a commencé en douceur. J'ai voulu réinitialiser un vieil email lié à mes prêts étudiants, quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. Au lieu d'un code, j'ai reçu un message. Compte désactivé suite à un signalement de décès. Au début, j'ai cru à une erreur. Puis je me suis connectée à Facebook. Mon profil était mémorialisé. Une bannière en haut, en souvenir d'Anna Lefebvre. Il y avait des commentaires, des bougies virtuelles, des prières. Un post d'un ami de lycée. Tu étais toujours celle qui souriait à tout le monde. Je n'étais pas morte. Mais quelqu'un avait décidé qu'on devait se souvenir de moi. Encore calme, encore sceptique, j'ai accédé à mon compte de la préfecture. Je devais renouveler mon permis. Une simple démarche. Mais l'écran a figé. Puis a clignoté en rouge. Erreur dossier, signalé décédé. Contacter l'état civil. C'est là que le froid m'a saisi l'échine. J'ai appelé. L'employée était aimable jusqu'à ce qu'elle consulte mon dossier. Madame Lefebvre, votre dossier indique que vous êtes décédée. Cause accident de voiture. Enregistré à Vercors-Drôme. Vercors. Nous avions un chalet familial là-bas. Isolié, silencieux, parfait pour mentir. J'ai demandé une copie de l'acte de décès. Il est arrivé 2 jours plus tard. Un document officiel. Timbré, scellé, signé nom Anna Lefebvre, date de décès. 16 juillet. Cause accident de voiture à l'étranger, corps non retrouvé, signé par Marguerite Lefebvre, mère. Je suis restée à la table de la cuisine longtemps. Lumières éteintes, l'acte brillant sous la lumière du four. La signature était unmistakable. Celle de ma mère. La femme qui me tissait les cheveux avant la messe du dimanche. Elle avait déclaré mon décès, comme on remplit un formulaire fiscal. Propre, net, efficace. Pas de dossier médical. Pas d'annonce dans les journaux. Juste une ligne falsifiée dans un registre discret d'une petite commune. Ce n'était pas juste une trahison. C'était de la paperasse. Et ça avait été accepté. Pas parce que c'était vrai, mais parce que personne n'avait songé à le vérifier. J'ai regardé le sceau en relief parfait et définitif. Et à cet instant, j'ai compris, ce n'était pas du deuil, c'était de la fabrication. Ils ne m'avaient pas juste enterré. Ils m'avaient classé. Ils n'avaient pas fini. Je pensais que l'avis de décès falsifié était la fin, l'insulte ultime scellée dans l'encre officielle. Mais j'ai revérifié la campagne Leechi. Une nouvelle mise à jour avait été publiée 2 jours plus tôt. Nous sommes fiers d'annoncer la création de la bourse commémorative Anna Lefebvre. L'argent, plus de 38 000 €, devait financer une bourse annuelle au lycée Saint-Joseph, mon ancien lycée. Marguerite écrivait « Elle a toujours cru en l'élévation des autres. Son esprit aidera désormais d'autres à s'élever. » Il y avait même une cérémonie commémorative prévue. Ce samedi, auditorium, ouverte au public. Orateur Marguerite Lefebvre, Étienne Lefebvre,
le proviseur du lycée, et une élève choisie comme première bénéficiaire de Lumière d'Anna. J'ai fixé l'écran engourdi, puis j'ai ouvert les commentaires. C'est magnifique, elle aurait adoré ça. Au moins sa mort a un sens. C'est celui-là qui m'a brisé. Je n'avais rien valu de mon vivant. J'avais travaillé à 2 emplois pour payer l'hypothèque. J'avais abandonné une maîtrise pour empêcher Étienne d'échouer. Je m'étais tue pendant qu'il me démantelait. Et maintenant, ils transformaient mon silence en vertu, mon absence en héritage. Ils utilisaient mon nom comme une marque, vendaient ma mort comme une cause, et se posaient en héros d'une tragédie qu'ils avaient écrite. Assez. J'ai fermé l'ordinateur. Ce n'était pas du chagrin, c'était du théâtre. Et s'ils voulaient une performance, je leur en donnerais une. J'ai commencé avec ce que j'avais. Un passeport périmé avec des tampons de ville qu'aucun avis de décès n'avait mentionné, des contrats de location signés à l'encre pas dans les souvenirs, des déclarations fiscales, des fiches de paye, des photos avec des horodatage des données GPS des preuves que j'existais. Pas comme un fantôme, mais comme une femme survivant discrètement. Puis j'ai creusé plus loin. Capture d'écran de la page commémorative. Relevé bancaire lié à Liecci. L'acte de décès, falsifié et enregistré. Et enfin une capture d'un SMS de Marguerite envoyé il y a 6 mois. Si tu reviens, tu détruiras tout. Celui-là, je l'ai imprimé 2 fois. J'ai tout rangé dans un dossier et pris rendez-vous avec une association qui aide contre les usurpations d'identité, l'association Identité Retrouvée. La réceptionniste n'a pas posé de questions. 2 jours plus tard, j'étais face à Monsieur Fournier, un avocat qui avait vu des arnaques, des mensonges et des trahisons familiales. Mais pas comme ça. Il a feuilleté les documents en silence, son front se plissant à chaque page. Quand il est arrivé à l'acte de décès, il a soupiré. « Vous contestez votre propre mort. » « Oui, ça pourrait aller jusqu'au pénal national. Ça devrait. » Il m'a regardé. Pourquoi maintenant ? Je me suis penchée calme, maîtrisée. Parce que je ne resterai pas enterrée. Et je ne fais pas ça juste pour revivre. Je veux que le monde sache ce qu'ils ont fait. Il a hoché la tête doucement. Puis a souri. Un sourire rare, presque dangereux. Alors, ramenons-vous à la vie. Officiellement. À la fin de la journée, nous avions déposé une plainte pour fraude et une requête pour annuler l'acte. Mais ce n'était plus juste de la paperasse. C'était la première ligne d'une histoire que j'étais enfin prête à raconter. De ma voix à mes conditions. Il m'avait effacée. Maintenant, je me réécrivais. Le ciel était gris pâle ce matin-là. Parfait, ai-je pensé. Une couleur qui ne choisit ni l'orage ni le soleil. Je me tenais de l'autre côté de la rue face à l'auditorium du lycée Saint-Joseph. De là, je voyais les banderoles accrochées aux portes en mémoire cérémonie de la bourse commémorative Anna Lefebvre. Les gens entraînent lentement. Parents, élèves, professeurs. Tous en noir. Certains avec des fleurs, d'autres avec des programmes imprimés. À l'intérieur, ils allumaient des bougies. Je connaissais cet endroit. J'y avais chanté, pris la parole lors des remises de diplômes, nettoyer le sol pour des points supplémentaires. Ils l'utilisaient maintenant pour m'enterrer encore. J'ai attendu que le dernier soit entré avant de traverser. Je gardais mon manteau boutonné, le dossier serré contre ma poitrine. Mes pas assurés, ma respiration mesurée. Le cœur, pas calme, mais concentré. L'agent à l'entrée m'a jeté un regard, a hoché la tête, n'a pas demandé mon nom. Je me suis glissée dans le dernier rang juste quand la musique a commencé. Un piano doux et lent. Le genre qu'on joue aux cérémonies où personne ne veut pleurer en premier. Marguerite est montée sur scène en premier. Elle portait de la dentelle noire, des perles et un chagrin bien répété. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait pour sembler humaine. Anna était notre première lumière. Son souvenir nous guide encore. J'ai observé la foule. Aucun ne connaissait la vérité. Pas encore. Mais ils allaient. Parce que je n'étais pas là pour être vue. J'étais là pour qu'on se souvienne de moi. Pour de vrai. Et quand le moment de silence viendrait, je le briserais. Je n'avais pas besoin de lire le programme. Je connaissais déjà le script. Marguerite toujours avec ses perles. Étienne feignant que le deuil pèse plus que la culpabilité. Mais cette fois, je ne regardais pas depuis le fond de la salle. Cette fois, j'ai marché. La banderole au-dessus de la scène proclamait « Première bourse annuelle commémorative Anna Lefebvre ». Marguerite était au pupitre perle, autour du cou les yeux déjà embués. Anna était plus qu'une fille. Elle était lumière, grâce,
Son absence est une blessure qui ne guérira jamais. Applaudissements. Doux. Poli. Étienne a suivi Red dans son blazer, tenant une feuille pliée comme si elle était trop lourde à porter. Elle croyait toujours aux nouvelles chances, à aider les autres. Cette bourse, c'est ce qu'elle aurait voulu. Je me tenais au fond de la salle. Manteau noir, dossier en main, invisible, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Le proviseur a demandé un moment de silence. Les lumières ont baissé, les têtes se sont inclinées et j'ai marché. Un pas, puis un autre. L'écho de mes bottes sur le parquet a brisé le silence comme un battement lent. Clic, clic, clic. Des exclamations étouffées. Quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. Des téléphones se sont levés. Les murmures ont fleuri. Les yeux de Marguerite ont croisé les miens et se sont écarquillés. Elle a reculé une main sur la poitrine. La bouche d'Étienne est restée béante, sa feuille glissant de ses doigts. C'est... Non, impossible. Elle est morte. Elle ne l'est pas. J'ai monté les marches. Je ne les ai pas regardées. J'ai pris le micro. J'ai entendu dire que j'étais morte. Mais je suis là pour remettre les pendules à l'heure. La salle a retenu son souffle. J'ai ouvert le dossier. Sorti des copies de mon bail, mes fiches de paye et les tampons de mon passeport, les plaintes déposées. Un par un, je les ai brandis. J'ai été vivante tout ce temps. Pendant qu'ils disaient que j'étais partie, ils ont utilisé mon nom, mon histoire, mon silence. Je me suis tournée vers ma mère. Tu as déclaré mon décès. Tu as signé un mensonge et construit un hôtel dessus. Puis vers Étienne. Tu as parlé d'honneur, tout en dépensant l'argent donné pour me pleurer. Un murmure a traversé l'assemblée. Les caméras clignotaient d'été en rouge. J'ai laissé le silence s'installer. Vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez effacé. Mais maintenant, je suis de retour. J'ai posé les documents sur le pupitre, net, précis. Puis je suis descendue du micro. Le silence était plus lourd que n'importe quel applaudissement. Marguerite resta figée. Étienne était pâle comme le fantôme qu'il pensait que j'étais. Et je me tenais sous les projecteurs, la fille qu'ils avaient enterrée, revenue d'entre les morts. La vidéo a atteint 100 000 vues avant minuit. Je ne l'avais pas publiée. Quelqu'un dans l'audience l'a fait. 10 minutes d'enregistrement, sans montage, sans commentaire, juste la vérité. La légende disait « La fille qu'ils ont enterrée est revenue ». Le lendemain matin, Litchi avait gelé le compte. Les commentaires étaient verrouillés. Les fonds étaient sous enquête. Un journaliste local a demandé une interview. J'ai dit non. Marguerite a publié un communiqué de clarification sur Facebook. Nous avons été mal informés. Il y a eu une confusion, un terrible malentendu. Personne n'y a cru. Le post a été submergé de commentaires. Vous avez déclaré son décès. Comment confondre un enterrement ? À la fin de la journée, le post avait disparu, tout comme son compte. Étienne m'a envoyé un SMS cette nuit-là. Tu n'aurais jamais dû revenir. J'ai fixé le message, puis je l'ai supprimé sans répondre. Pas de réponse, pas d'explication, plus de bruit. Je n'avais pas besoin de vengeance. Ça, c'était assez. Mon acte de décès a été déchiré en deux sur le bureau d'un avocat. 2 signatures. Un tampon. C'est tout ce qu'il a fallu pour me ramener. Légalement, j'existais à nouveau. Mais émotionnellement, j'avais déjà commencé bien avant. Je ne suis pas retournée à Lyon. Je n'ai pas visité la maison que je nettoyais chaque dimanche. Je ne suis pas revenue à l'église où ils ont tenu ma cérémonie. Certains fantômes ne sont pas faits pour hanter. Ils sont faits pour partir. Je me suis installée dans une ville plus calme. J'ai pris un poste à l'association Identité Retrouvée et dans ceux dont l'identité avait été volée comme moi. Je donnais des ateliers, je m'asseyais avec des inconnus qui avaient s'étaient effacés. Un jour après un séminaire, une jeune fille est restée près de la porte. 18 ans peut-être. Voix tremblante, yeux grands. Vous êtes Anna Lefebvre, n'est-ce pas ? Votre histoire a sauvé ma vie. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai souri doucement. Non, c'est toi qui as sauvé ta vie. Je me suis juste présentée. Je marche davantage maintenant. Je prends des photos à nouveau. Je ris quand quelque chose est drôle, pas juste par politesse. Et quand on me demande des nouvelles de ma famille, je ne dis rien. Pas parce que je cache, mais parce que certains noms ne vivent plus en moi. Ils m'ont enterré par commodité. Je suis revenue par choix. Et je ne les laisserai jamais écrire ma fin.
Ce n'est pas juste une histoire sur le fait d'être déclarée morte. C'est sur l'art de reprendre sa voix. Quand le monde décide que vous êtes plus facile à oublier. Si vous vous êtes déjà senti effacé, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ou écrivez simplement « toujours là ».